Ouh, le marché des imprimantes 3D Core XY abordable est en pleine effervescence. Depuis là et Lego Century Carbon qui a retourné le marché, c'est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Cependant, Qidi propose ici une imprimante capable de tout faire pour moins de 500 €. Enfin, ça, c'est sur papier. Qu'en est-il en réalité? Eh ben, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Polyvalence, c'est vraiment le mot-clé qui vient à l'esprit lorsqu'on parle des imprimantes de chez Qidi. Cette nouvelle arrivée dans la gamme ne fait pas figure d'exception. Ce nouveau modèle remplace directement l'AQ1 Pro sorti l'année dernière et pour laquelle j'avais un avis plutôt mitigé. Du coup, lorsque Qidi m'a contacté pour savoir si je voulais tester ce nouveau modèle, j'étais plutôt prudent. Une imprimante capable de faire fondre du filament jusqu'à 370 degrés, dans une enceinte fermée et chauffée par une résistance PTC de 280 watts, ça semble presque trop beau pour y croire. D'ailleurs, c'est cet argument qui m'a fait craquer. J'ai donc reçu le colis un peu plus tard et comme d'habitude sur ce type d'imprimante, tout arrive préassemblé. On la branche, on suit la procédure de démarrage et on est prêt à imprimer. D'ailleurs, une petite pensée à la procédure de calcul de compensation de résonance qui est littéralement terrifiante. Cette nouvelle Q2 reprend les codes esthétiques introduits avec la Plus 4 et c'est très bien de voir qu'il y a de la recherche à ce niveau. Vous avez une porte aimantée en verre avec des joints en mousse assurant l'étanchéité à l'air. Les côtés de l'imprimante comportent des petites ouvertures transparentes qui permettent de surveiller l'impression sans être en face de l'imprimante. La plaque du dessus est aussi en verre et coulisse pour permettre une aération naturelle de l'imprimante pour des filaments nécessitant une bonne aération comme le PLA ou le TPU. Le mécanisme est d'ailleurs bien pensé, sécurisé et simple à utiliser. La surface d'impression est en PEI et le volume d'impression total est de 270 par 270 par 256 mm. À l'arrière, vous trouverez un port de connexion spécial pour la MS Maison, la Qidi Box, dont on parlera un petit peu plus tard, ainsi qu'un port Ethernet, chose suffisamment rare que pour le souligner. Pour info, le port USB de la machine se situe sur le côté de l'écran, je vous le dis parce que moi j'ai cherché un petit moment. Et puis enfin et surtout, vous avez une résistance PTC de 280 watts capable de faire monter rapidement la chambre d'impression jusqu'à 65 degrés. Autrement dit, c'est parfait pour des filaments techniques. Après ça, on va enfin pouvoir lancer notre première impression, un Benchy, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on pourra faire avec les 20 malheureux grammes de PLA fournis avec la machine. Une vingtaine de minutes plus tard, on retrouve un Benchy tout à fait standard qui n'a rien à envier à des machines plus onéreuses. Les surplombs sont refroidis correctement, les surfaces sont régulières et exemptes de défauts. C'est validé, on peut passer donc à la suite. Au niveau du logiciel, j'ai utilisé Qidi Studio qui est basé sur Orca et qui gère bien la connexion à l'imprimante ainsi que la Qidi Box. En général, j'aime bien tester les filaments PLA Silk, ils ont tendance à mettre en lumière tous les défauts de surface. Ici, je fais donc un test avec un Golden Retriever et on ne constate pas de résonance exagérée ni de phénomène de VFA. C'est d'ailleurs un des arguments de vente de Qidi qui fait le choix d'utiliser des courroies customisées pour réduire les risques de VFA en augmentant la démultiplication des pas des moteurs. Autre test, toujours avec du filament Silk et ce renard en Voronoi. Ici, en regardant bien, on remarque quand même des légers problèmes de refroidissement. Les profils pour le PLA Silk sont à ajuster un petit peu pour ralentir la vitesse d'impression et donc augmenter le temps de refroidissement. Donc là, je le signalerai à Qidi afin qu'il puisse ajuster ça. Passons maintenant à l'impression suivante, parce que j'aime bien en général vous montrer que posséder une imprimante capable d'imprimer en plusieurs couleurs, c'est pas franchement toujours indispensable. Ici, j'ai imprimé une étoile des jeux Mario en 3 couleurs différentes à coller ensuite. Le résultat est correct, malgré les surplombs un peu prononcés qui font que toutes les surfaces ne sont pas parfaites. Mais à un moment, c'est quand même difficile de défier la gravité. C'est pas tout ça, mais cette machine offre aussi la possibilité de lui adjoindre un chargeur de filament nommé Qidi Box. Ce chargeur a une capacité plutôt classique de 4 bobines, il est capable de sécher du filament jusqu'à 65 degrés, il se branche en direct sur la Q2, mais il est fourni avec tout le nécessaire pour faire la mise à jour de la Plus 4. Les filaments passent par 4 tubes de PTFE indépendants, comme le fait Anycubic avec son Ace Pro. Et ces filaments se rejoignent vers un hub. Cette option coûte tout de même 150 € lorsque vous l'achetez avec la machine. Le montage et l'installation sont plutôt simples, c'est pratiquement du plug and play, mais on va voir ensemble si cette Qidi Box vaut vraiment son prix. J'ai commencé par y mettre du filament que j'utilise pour mes tests d'impression en plusieurs couleurs afin de déterminer la quantité de déchets. J'ai lancé l'impression en sachant que j'arriverais à court de filament marron parce que pas de bol, il n'y en avait pas de stock rapidement. Donc lorsque la machine m'a fait savoir qu'elle manquait de filament marron, je l'ai remplacé par ce que j'avais sous la main, soit du PLA rouge. Tant pis pour le modèle, mais il fallait vraiment que je termine mon test. J'ai quand même eu une bizarrerie à un moment, puisque l'imprimante s'est mise en erreur, j'avais du filament partout, et il s'est avéré que la box avait simplement bouffé mon filament orange. Je l'ai recoupé et c'est reparti jusqu'à la fin. Bizarre cette histoire. Une fois l'impression terminée, j'ai voulu ranger mes bobines, mais c'est pas aussi simple. Vous avez une fonction retirer sur l'écran de la machine, et ça va retirer simplement le filament de la box. On a connu franchement plus pratique, surtout que cette fonction rétracte un peu trop de filament, ce qui fait que vous risquez de détendre le filament, et votre bobine risque de s'en mêler. Le résultat de l'impression est quand même correct, à part le changement de
différentes couleurs, j'ai pas remarqué de défaut indésirable. C'est similaire à ce que j'ai pu obtenir sur d'autres imprimantes du marché. Ah, et tant qu'on y est, je vous propose de regarder la quantité de déchets générés par cette impression et vous allez voir, c'est franchement pas flatteur. Parce que pour rappel, la Bambu Lab A1 génère 185 grammes de déchets, la Bambu Lab H2D, la deuxième meilleure élève du classement, génère 111 grammes de déchets grâce à son système de double hot end. Maintenant, la Chidi Q2 génère elle 228 grammes de déchets, soit 43 grammes de plus que la A1, ou bien 23% de déchets en plus. Du coup, vous ne m'en voudrez pas si j'ai arrêté les impressions en plusieurs couleurs à ce stade. Par contre, je me suis concentré sur des filaments techniques, puisque c'est ça la vraie plus-value de cette machine au final. J'ai commencé soft avec de la SA CF, chargée directement dans la Chidi Box, puisqu'elle supporte les filaments abrasifs. Vous êtes même capable de faire sécher vos filaments en imprimant, parce que c'est une option qui est automatiquement activée lorsque vous imprimez certains types de filaments. Et ça, c'est impossible chez les concurrents. Par contre, cette fonction n'est pas disponible pour le PLA. J'ai imprimé aussi du TPU parce que la pièce que je vais vous montrer utilise du TPU. Vous avez même peut-être déjà deviné l'utilité de cette impression 3D. C'est une fixation murale pour des balais. Les pièces en ASA CF sont toujours aussi magnifiques, je n'ai pas remarqué de warping, la chambre chauffée à 55 degrés a probablement bien aidé. Les pièces se sont assemblées facilement et le mécanisme fonctionne très bien. Ça devrait même s'avérer plutôt pratique. D'ailleurs, si vous voulez le lien, vous le trouverez en description comme tous mes modèles présentés dans mes vidéos. J'ai aussi lancé une pièce qui se vise directement dans l'autre pour vérifier la précision de l'impression et sans rien calibrer, le résultat est satisfaisant. Les deux pièces se visent bien l'une dans l'autre, sans résistance. Allez, passons à l'ABS maintenant, avec un filament basique qui avait donné du fil à retordre à l'Anycubic Cobra S1. J'ai imprimé un support d'étagère avec une optimisation topologique qui lui donne un aspect organique original. C'est une impression relativement complexe avec des surplombs et malgré tout l'imprimante a relevé le défi avec succès. Aucun warping à l'horizon, rien d'autre qu'une belle pièce bien finie. Le chauffage de caisson a encore joué un rôle déterminant ici. Devant un tel succès, j'étais bien motivé à continuer avec des filaments complexes. Je suis donc passé au polycarbonate, celui de Bambu Lab. C'est d'ailleurs la première fois que vous voyez ce type de filament sur la chaîne. J'ai utilisé le profil PC générique dans Chidi Studio et j'ai lancé l'impression d'une poignée pour robinet un quart de tour. De nouveau, on ne remarque pas de défaut flagrant, pas de déformation, de surextrusion ou bien de sous-extrusion et l'impression est solide, comme attendu avec ce type de filament. Passons donc au nylon avec un premier test avec du Easy PA de chez Sunlu, un filament que je n'avais pas encore testé non plus. C'est du nylon qui est censé être plus simple à imprimer que d'autres. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières à l'impression, le résultat est propre malgré des paramètres qui ne sont pas optimum, notamment au niveau des supports. Malgré tout, le rendu final de l'impression est vraiment satisfaisant. Je vous propose maintenant de terminer les tests d'impression avec le boss final des filaments semi-pro, le PAHT-CF. Ce filament est extrêmement cassant, j'ai donc décidé de l'imprimer directement depuis son déshydrateur sans passer par la Chidi Box. J'ai donc utilisé le Sunlu E2 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Ça me semblait tout à fait logique de commencer par le PAHT-CF de Chidi puisque le slicer intègre un profil nativement. Malgré un séchage de plusieurs heures à haute température, le résultat est rugueux et pas aussi bon que ce que j'ai déjà pu avoir avec ce filament. Après, la pièce est relativement complexe ou bien un truc m'a échappé. J'ai donc pris un autre PAHT-CF, celui de chez Eason, qui en général ne me donne pas des bons résultats. Et ici, force est de constater que l'impression est plus propre, plus lisse et comporte moins de défauts que celle faite avec le filament de chez Chidi. Bon, dans tous les cas, ce type de filament est complexe à utiliser et sera plutôt réservé à des cas d'utilisation très spécifiques. En général, on préférera plutôt privilégier l'ASA CF. Je sais aussi que vous êtes très attentif à la consommation d'énergie de nos imprimantes 3D ainsi qu'au bruit qu'elles génèrent, donc on va voir ça ensemble. Au niveau de la consommation électrique, au repos, cette imprimante consomme 27 watts. Ça fait 236,5 kWh par an, soit environ 35 € par an si vous la laissez allumer tout le temps. De toute façon, je vous déconseille fortement de faire ça puisqu'en veille, elle émet 33 décibels puisqu'il y a un ventilateur qui fonctionne en permanence. En fonctionnement et pour de l'impression de PLA, elle consomme environ 160 watts. Et au niveau du bruit, toujours en fonctionnement pour du PLA, on est entre 48 et 55 décibels, à savoir que l'enceinte est semi-ouverte dans ce cas-là, donc ça émet forcément plus de bruit. Je suis tout à fait conscient que ça fait beaucoup d'informations à recevoir d'un coup. Maintenant, ça fait 2 semaines que j'ai passé avec la machine, j'ai quand même pas mal pu la décortiquer dans tous les sens et je peux vous dresser un petit tableau des points positifs ainsi que des points négatifs. C'est parti avec les points positifs. La première chose qui vient évidemment directement à l'esprit, c'est l'excellent rapport qualité-prix de cette imprimante. Si on la compare par exemple à la Centauri Carbone de chez Elegoo, celle-ci coûte 499 €, celle de chez Elegoo coûte 300 €. Maintenant pour 200 € en plus, vous avez une imprimante qui est plus polyvalente, qui est compatible avec une box
qui n'est toujours pas là chez Elegoo, même si, bon, on l'a vu, la box fait plutôt partie des points négatifs, mais ça on verra ça après. Donc pour moi le gros point positif c'est la tête d'impression qui est capable de monter à 370 degrés. Elle est équipée directement avec une buse en acier trempé, donc ça ne change pas. On a du verre en façade, on a du verre au-dessus, on a la possibilité d'ouvrir le capot au-dessus, ça c'est assez sympa. On a du verre aussi sur les côtés pour observer ce qui se passe à l'intérieur de l'imprimante. Et puis surtout on a le chauffage de caisson qui est vraiment important aussi pour les filaments techniques. Pour le reste, vous l'avez vu aussi, on a une conception robuste, donc je vous l'ai dit, on a du verre. On a les côtés qui sont des façades en plastique, malgré tout, on a toute une structure qui est en acier à l'intérieur, et ça fait quand même une conception très robuste pour une imprimante quand même de ce prix. Un autre point positif sur lequel je vais insister, c'est le chauffage de caisson, donc je vous l'ai dit, elle est capable de monter jusqu'à 65 degrés à l'intérieur du caisson, tout ça avec sa résistance PTC de deuxième génération chez Chidi. Alors le truc c'est que par rapport à la première génération, donc qui équipait la Plus One, ici elle est un peu moins puissante, malgré tout elle monte quand même assez rapidement en température, et surtout l'imprimante a reçu une certification qui est valable aux États-Unis, mais surtout qui la garantit d'être safe, parce que pour ceux qui ont des bons souvenirs, eh ben, la Plus 4 a eu quelques petits soucis aux États-Unis avec des résistances qui avaient tendance à surchauffer et à simplement mourir à cause de ça. Parce qu'aux États-Unis, le courant est en 110 volts, tandis que ici en Europe, on est sur 230 volts. Donc c'est un problème d'ampérage qu'il y avait. La maintenance de la tête d'impression est facilitée avec ce modèle aussi. Alors j'en ai eu besoin une fois parce que j'ai du filament qui s'était coincé dedans. Et franchement, l'ouverture et le déblocage de l'extrudeur a été vraiment un jeu d'enfant. Il y avait simplement le capot à enlever qui est juste aimanté. Et puis après, il y avait deux petites vis à enlever qui enlèvent un espèce de cache qui vous donne accès ensuite au filament qui est dans l'extrudeur. La hot end monte jusqu'à 370 degrés. Alors personnellement, j'ai pas de filament qui nécessite une telle température d'extrusion. Maintenant, si c'est le cas chez vous, sachez que cette imprimante est capable de le faire. Et enfin, dernier point positif, ça y est, on a enfin une imprimante moderne, d'apparence moderne, avec un écran modernisé aussi. Donc c'est un écran capacitif et non plus un écran résistif comme sur la Q1. Donc voilà, c'est vraiment une imprimante qui est bien dans son temps. Bon, maintenant que tout ça est dit, passons quand même au point qui fâche. Le premier point qui m'a clairement embêté le plus, c'est le bruit au repos. D'ailleurs, vous avez remarqué, l'imprimante est éteinte parce qu'il y a un ventilateur en permanence qui fait du bruit, ça fait plus de 30 décibels. C'est nettement audible. Et ça, pour moi, à l'heure actuelle, en 2025, c'est difficile à pardonner. Au niveau du slicer, Chidi Studio fonctionne très bien puisque forcément, il est basé sur Orca. Malgré tout, il manque une série de profils de filaments qui serait intéressant de rajouter. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quand même important de la part d'un fabricant de se concentrer sur ces types de filaments pour pouvoir faire en sorte que son imprimante, qui est capable d'imprimer tous ces filaments, le soit réellement, même pour un utilisateur qui n'a pas forcément envie de commencer à créer son propre profil de filament. Alors là, je vais en demander beaucoup, mais je trouve que la calibration automatique du débit de filament serait un plus. Alors il n'y a pas du tout l'option, comme on aurait par exemple chez Creality. Malgré tout, les profils qui sont de base dans Chidi Studio fonctionnent plutôt bien. Les filaments sont plutôt bien calibrés, précisément en tout cas. Mais voilà, je trouve que le fait de pouvoir charger n'importe quel filament et ne pas trop se soucier du calcul du débit, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, on est sur une imprimante à 500 €, faut peut-être pas trop demander non plus. Et puis d'ailleurs, si vous voulez apprendre à calibrer vous-même votre filament, n'hésitez pas, j'ai un super tuto que j'ai fait ici, ça vous apprendra pas mal de petites choses. Bon, et finissons sur les points négatifs avec la Chidi Box, qui est pour moi un gros point négatif de cette imprimante, simplement parce que je trouve que cet appareil n'est pas encore au point. Je pense que Chidi a mis pas mal d'efforts dans le développement de cette box. Malgré tout, elle rate quelque chose. Elle rate quelque chose en termes d'ergonomie. Je vous l'ai montré, hein, le fait de devoir rebobiner le filament, c'est quand même assez pénible, alors que par exemple si on se base sur Bambu Lab, on a juste à tirer le filament et le rembobiner, c'est facile. Il n'y a pas de risque de détendre le filament, et tout ça se fait de manière assez intuitive. Ici, c'est pas trop le cas. C'est une box qui est bruyante aussi, puisque dès qu'elle atteint plus de 30 degrés, il y a un ventilateur qui se met en route. Et puis en plus, ça fait des bruits un peu bizarres quand elle fonctionne, donc voilà, c'est pas toujours ultra rassurant quand on l'entend fonctionner. Et en plus, comme souvent, elle n'est pas compatible avec les bobines en carton. Vous devrez imprimer des adaptateurs en plastique pour ça. Et puis le dernier point négatif avec cette box, c'est qu'avec certaines bobines de filament, elle entre en collision. Donc en fait, il y a des espaces qui sont prévus pour mettre des billes de silice, et ces espaces rentrent en collision
collision avec certaines bobines, notamment celles de chez Extruder. Du coup, je trouvais ça un peu dommage parce que ça condamne 2 slots pour certaines marques de filaments. Et avec tout ça, malgré tout, l'argument qui est de dire que cette box est capable de sécher du filament pendant qu'elle fonctionne, ça rend la chose un peu moins attrayante parce que finalement, elle coûte 150 € et regardez, un sécheur de filaments, pour atteindre 150 €, il faut déjà aller chercher par exemple un Sunlu S4 qui vous coûtera même un petit peu moins cher. Et puis quitte à mettre 150 €, je préférais directement le mettre dans le sécheur de chez Creality, le SpacePi X4, puisque celui-ci atteint 85 degrés. Donc comme ça, vous serez capable de sécher des filaments un peu plus exigeants, ce qui est quand même l'argument de vente de cette imprimante. Et puis pour rappel, si vous voulez une imprimante zéro déchet mais moins polyvalente, il y a la Snapmaker U1 que j'ai testée récemment. Et franchement, je trouve que cette Q2 la complète très bien. Bon, du coup, pour conclure sur cette imprimante, pour moi, je trouve que c'est une imprimante qui est très bien pour quelqu'un qui cherche une imprimante hyper polyvalente pour un budget serré. 500 €, vous êtes avec un volume d'impression qui est supérieur à une P1P par exemple, et vous avez l'enceinte qui est chauffée, donc ça c'est vraiment le gros argument en plus pour moi. Donc si par exemple vous hésitiez avec la Elegoo Century Carbon et que vous avez un peu plus de budget dispo, franchement mettez-les dans cette Chidi, vous ne le regretterez pas. Malgré tout, je dirais que cette imprimante n'est pas tout à fait adaptée aux débutants, puisque je vous l'ai dit, il manque pas mal de profils de filaments qui seraient clairement intéressants que Chidi ajoute. Alors j'imagine que ça va arriver avec les prochaines mises à jour de Chidi Studio. Maintenant, ben voilà, c'est hypothétique et pour l'instant, je regarde la situation actuelle, eh ben, il manque toute une série de types de filaments. Donc pour un débutant, je reste convaincu que la gamme de chez Bambu Lab, soit la gamme A, soit la gamme P, reste le meilleur choix. Mais si vous hésitez, si vous ne voulez surtout pas aller chez Bambu Lab et que vous hésitez surtout avec la Elegoo Century Carbon, considérez sérieusement celle-ci. D'ailleurs, petit rappel, si vous cherchez une vidéo pour bien débuter l'impression 3D, j'en ai fait une sur la chaîne. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous apprendrez probablement plein de choses. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette imprimante, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Si vous cherchez un lien d'achat pour cette imprimante, regardez, c'est soit le premier commentaire, soit la description de la vidéo. J'ai aussi un QR code que j'ai probablement dissimulé dans la vidéo, ou bien il est là. Et là-dessus, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a d'ailleurs de la domotique qui va arriver, je vous l'ai promis, ce sera pour fin septembre. La vidéo est prête d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de sortir ça. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.